On vous avait promis un bonus à cet épisode 192, dernier épisode en date, eh bien le voici. Ce bonus est consacré intégralement à l'espace, E comme espace, mais à quoi ça sert d'aller ça sert d'aller dans l'espace. C'est la question que souvent on voit sur les news, sur certains réseaux sociaux aussi, quand on parle d'une expédition SpaceX ou autre, des commentaires du genre ça sert à rien, ça coûte beaucoup d'argent alors qu'on a des pauvres sur Terre et qu'il y a plein de choses à faire sur Terre, etc. Effectivement, on pourrait faire beaucoup de choses avec cet argent, mais en même temps, cet argent n'est pas non plus dépensé en pure perte. En tout cas, c'est ce que mes deux petits camarades veulent vous dire dans ce hors-série, dans ce bonus plus précisément. D'un côté, Sébastien, salut Sébastien, et puis de l'autre, Xavier. Salut. C'est ça l'idée, hein. Je crois que j'ai bien planté le décor, la fusée au milieu du pas de tir. C'est de ça dont il est question, de tout ce qu'il est possible de faire avec les résultats des recherches opérées ou des choses qui ont trait en tout cas à la conquête spatiale. Et même d'une façon plus générale, je pense que moi, ce qui m'a inspiré ça aujourd'hui aussi, c'est que effectivement dans l'épisode 192, on a parlé beaucoup de, oui. Il y a quelques news en rapport avec l'espace. Alors de fait, c'est des choses qui nous intéressent, mais certains pourraient se poser la question aussi de c'est quoi le rapport entre ça et la tech, sachant que effectivement les technos, c'est avant tout un podcast tech. Oui. Alors, justement, l'objectif aussi de ce bonus, c'est de vous montrer que le lien, il est tout à fait direct et que la conquête spatiale a un impact très, très concret sur beaucoup des technologies que vous utilisez aujourd'hui. Et j'irais même jusqu'à dire que beaucoup des technologies que vous utilisez aujourd'hui n'existeraient tout simplement pas s'il n'y avait pas eu de conquête spatiale. Parce que ça aurait pris beaucoup plus de temps à les concevoir, voire on n'y aurait pas pensé parce que il n'y a rien de tel qu'un challenge aussi compliqué que la conquête spatiale pour motiver et déclencher tout un tas de projets de recherche et de développement qui ensuite, de manière un peu parfois inattendue, retombent dans des produits commerciaux et dans des choses qu'on utilise au quotidien. Donc, un des premiers objets qui me vient à l'esprit, et à mon avis, je ne vais pas être le seul à dire, bah oui, bien sûr, les outils informatiques, c'est bon, ce qui a permis d'aller dans l'espace, ce qui a permis d'aller sur la Lune, sans l'informatique qui était réduit à sa plus simple expression, quasiment, mais en tout cas, sans l'outil informatique, on n'y serait pas arrivé, quoi. Je dis pas de bêtises. Ou en tout cas, on n'y serait pas arrivé aussi vite. Il faut voir qu'à l'époque, les fusées, c'était encore des missiles, et les trajectoires balistiques, on les calculait à la mano. C'est-à-dire que vous aviez des armées de matheux qui repassaient ça à la main, avec des bonnes vieilles règles mécaniques, et puis qui vous faisaient tous les calculs à la main, qui les refaisaient, qui les refaisaient, et c'était extrêmement laborieux, et surtout on ne pouvait pas calculer des trajectoires d'une complexité folle. C'est pas avec ça qu'on aurait pu calculer les trajectoires d'insertion lunaire et j'en passe. Voilà, on va pas sur la Lune au sextant, quoi. Quoi qu'ils en avaient un à bord et ils s'en sont servis mais bon. de trois occasions, mais c'est quand même c'est pas le but premier. Oui, c'est ça. On va quand même un petit peu plus loin. Premier appareil, on peut citer peut-être le premier qui vient à l'esprit et que j'ai dans ma liste, pour être tout à fait clair. C'est effectivement l'ordinateur de navigation d'Apollo, des missions Apollo, l'AGC, le Apollo Guidance Computer, qui était ni plus ni moins que le tout premier ordinateur au monde à fonctionner avec des circuits intégrés. Et ça, on parle de ça, c'était en 1966. Donc, ça préfigurait tout simplement de ce que sont devenus les ordinateurs par la suite, notamment avec l'utilisation des circuits intégrés, puisqu'à l'époque, la NASA était un des premiers consommateurs de ces circuits intégrés. Donc, d'une certaine manière, on créait des débouchés pour toute une industrie qui ensuite a pu produire des circuits intégrés qui, aujourd'hui, équipent à peu près tout ce qu'on utilise depuis notre voiture jusqu'à notre machine Nespresso. Ouais. Donc, c'est vraiment assez hallucinant. Et alors, pour ceux qui ont l'image, on vous a mis des petits visuels du machin. C'est un truc assez gros et qui était assez basique et qui avait des fonctionnalités probablement très proches d'un grille-pain d'aujourd'hui. Mais n'empêche que, voilà, sans ça, on n'y serait pas arrivé. Et alors, il y a la partie hardware qui était déjà assez impressionnante. Mais parlons aussi de la partie software, puisque tout simplement, il faut bien voir qu'à l'époque, il n'y avait aucun langage de programmation qui existait.
Donc ils ont dû tout inventer, tout créer de toutes pièces. Quand on parlait de langage de programmation à l'époque, on programmait sur papier. Le papier était ensuite transformé en carte perforée qu'on introduisait dans les ordinateurs qui calculaient tout ça. Là aussi, pour ceux qui ont l'image, je vous ai mis l'image de Margaret Hamilton, qui était une des premières développeuses qui avait développé tout le système software justement d'Apollo, à côté de la pile de papier sur laquelle elle a codé tout ça à la main. Donc voilà, toutes ces choses-là, encore une fois, les langages de programmation, la notion même de programmation software, c'est grâce à la NASA qu'on l'a obtenu. Et encore une fois, tout le monde est conscient d'aujourd'hui le poids que ça a et l'omniprésence que ça représente dans les objets du quotidien. Aussi rudimentaire qu'il soit, cet ordinateur était quand même aussi, je pense, le premier ordinateur multitâche, si je dis pas de bêtises. Il était capable de faire plusieurs calculs en même temps, ce qui est pas rien aussi. Donc voilà, c'est ça qui a permis, c'est cette grosse boîte toute moche qui a permis d'allunir et de se déplacer dans l'espace. C'est quand même assez impressionnant. Et d'ailleurs, il existe un club, me semble-t-il, de fanatiques qui reproduisent la programmation de l'AGC, mais avec des Arduino et des choses comme ça, et qui ont recréé la boîte en question. Arduino qui sont déjà bien plus puissants. Bien sûr, Arduino, c'est juste, c'est vraiment enfin oui, c'est ça, c'est un truc énorme par rapport à... Quand on prend un Raspberry maintenant... oui, c'est ça qui est dingue. Mais bon, on est quand même 52 ans plus tard, donc... Voilà. Et on rappelle aussi que le code assembleur de l'AGC est disponible sur GitHub, pour ceux que ça intéresse. Oui, c'est ça. C'est sur cette base-là, d'ailleurs, que les fanats l'ont développé. Quoi d'autre, sinon? Parce qu'on va avancer un tout petit peu. Il n'y a pas que ça. On a eu d'autres grands développements. C'est tout simplement les développements qui sont liés aux satellites, qui sont à l'origine d'une multitude de services. Donc, effectivement, on sait qu'il y a une multitude de satellites maintenant, mais un des premiers services qu'on oublie peut-être, c'est la téléphonie mobile, au départ, qui se faisait via les satellites. On a les prévisions météo maintenant qui sont également grandement améliorées grâce à une couverture complète quasiment en temps réel des observations de la surface de la planète, de l'atmosphère, etc. On a le positionnement satellite, donc le guidage automobile, d'abord avec le GPS, donc le Global Positioning System. Ensuite, il y a eu le Galileo, GLONASS et COMPASS, qui sont d'autres projets ou normes pour les satellites et le positionnement. On a eu des chaînes TV diffusées par satellite et on a toujours grâce aux satellites des services comme les balises de détresse tels que Argos ou bien Cospas Sarsat, donc où il y a encore quand même 600 000 exemplaires qui sont en service dans le monde et qui sont des balises qui sont très utiles dans des endroits où les ondes GSM ou autres ne sont pas encore diffusées. Donc les satellites ont encore tout leur sens pour pas mal de technologies indispensables pour certains. Alors c'est vrai que de temps en temps, quand on parle de satellites, on critique un petit peu parce qu'il y en a énormément et puis une fois qu'ils sont en panne, ils restent en l'air. On ne fait pas le ménage là-haut. Peut-être qu'un jour on le fera. D'ailleurs, je pense qu'il y a eu des études autour de ça pour essayer de trouver le moyen de nettoyer un petit peu l'espace des vieux satellites. On n'y est pas encore, mais c'est vrai que chaque fois qu'on envoie un satellite, on dit encore un satellite, comme si, voilà, c'est un peu... Il y a combien d'objets de mémoire quelqu'un les a comptés récemment? Il y a un paquet on les a comptés récemment, mais on avait donné les chiffres dans un épisode précédent de Techno, on avait parlé justement je m'endors chaque fois avant. Donc il suffit de compter la moitié et de multiplier par 2. Bon, après. Mais il y en a beaucoup, en tout cas. Ça, c'est un fait évident. Alors, dans ce dont on profite tous aujourd'hui aussi, la recherche autour de l'espace et de la manière dont on se déplace dans l'espace et de la manière dont on protège les éléments, j'imagine, dans l'espace, etc., on conduit à des choses qui sont un petit peu inattendues et qu'on retrouve maintenant dans toutes les ambulances du monde, je pense. C'est la couverture de survie, si je dis pas de bêtises. Ça aussi, c'est l'espace, c'est la recherche spatiale qui a conduit à ce truc-là, non? Oui, tout à fait. Donc, effectivement,
Il y a un décalage entre... C'est Mars. Il y a un vrai décalage. Alors, on rappelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude de nous regarder, pour l'instant, notre ami Sébastien se trouve à Cape Town et nous enregistrons depuis Bruxelles. Et donc, forcément, il y a un léger décalage son parce que c'est un Cape Town, mais d'une autre planète, d'une autre Terre, dans un autre univers. Pour ce numéro bonus, on passe par les satellites. En plus. Il a la fibre, mais il n'est pas connecté. Peut-être mieux de passer par... Ouais, c'est ça. Donc, et donc effectivement, ouais. La fameuse couverture de survie, à la base, c'est issu d'un matériau qui a été inventé effectivement pour protéger d'abord les satellites, et puis après, par exemple, le module lunaire en était bardé de partout, parce que c'est un matériau qui est très léger, mais qui a des propriétés de protection thermique assez importantes. Et c'est ce qu'on appelle le mylar. Donc c'est ce film très très fin et réfléchissant qui aujourd'hui est tout simplement reproduit dans les couvertures de survie qui se trouvent effectivement, comme tu disais, dans toutes les ambulances. Et ça a été inventé dans les années 60. Donc encore une fois, ça a un impact très direct aujourd'hui, quoi. C'est pas de l'aluminium, hein, on est d'accord. C'est pas une feuille d'aluminium. C'est encore une autre matière. Parce qu'on souvent on fait on dit tiens c'est comme de l'alu, voilà, mais c'est pas. Ça a des propriétés réfléchissantes. D'un côté doré en général, de l'autre côté argenté, si je dis pas de bêtises. En tout cas moi j'en ai souvent vu comme ça. Mais c'est pas de l'aluminium. C'est pas de l'aluminium. C'est du mylar, du mylar. Non, c'est du polyéthylène terephthalate. Voilà. Oui, monsieur. Ça va être bon pour la santé, ça, encore. Enfin, si on en trouve dans les ambulances, vous savez, moi, ça me rassure. Donc, voilà, encore un truc, ça, sans la recherche spatiale, enfin, on l'aurait peut-être, mais voilà, ça aurait coûté encore plus cher et ce serait peut-être pas dans toutes les ambulances, du coup. D'autres choses, alors moi, je pense, par exemple, quand on parle protection, Xavier, je parle... Si on reste dans le textile, ouais. Et si on reste dans le textile, il y a quand même les pompiers aujourd'hui du monde entier, ou presque, bénéficient aussi des avancées conduites par la conquête spatiale. En fait, on a pas mal de textiles par flamme, donc qui protègent contre le feu, qui sont en fibre de Kevlar et qui protègent contre les effets liés au rayonnement thermique, donc à la chaleur. Et ça découle aussi d'avancées technologiques liées à la conquête spatiale. Donc on voit qu'il y a vraiment plein d'applications. Il y en a encore d'autres. Seb peut parler, je crois, du coussin. Ah, il y a un coussin. Toujours dans le domaine de la sécurité, votre bon vieil ABS, le truc qui vous sauve la vie si vous mangez un platane, là aussi, c'est directement une conséquence des systèmes qui ont été conçus à la base pour dans tout ce qui est accéléromètres spatiaux. C'est ces systèmes-là qui permettent aujourd'hui d'activer votre ABS aussi. Donc de détecter qu'il y a une collision tout simplement et puis de déclencher derrière le gonflage du ballon. Donc tout ça, c'est aussi des choses, encore une fois, vous en avez dans votre voiture, vous en avez plusieurs même dans votre voiture. Et puis les accéléromètres, il y en a aussi partout dans votre téléphone. Donc tout ça vient aussi de la recherche spatiale. Oui. Le monde du médical doit aussi beaucoup à la recherche spatiale, dans tas de domaines en fait. Oui. Parce que donc il y a effectivement des avancées technologiques qui découlent de ce qu'on a utilisé de point de vue purement technologique, mais en médecine, il y a par exemple l'imagerie médicale qui a beaucoup évolué et où l'imagerie spatiale a contribué par exemple à l'évolution des images de type RMN, donc la résonance magnétique nucléaire, ou bien les IRM, donc les images par résonance magnétique. Et on a par exemple aussi découvert qu'il y a un phénomène de perte osseuse quand on est en microgravité. Ça a été découvert lors des vols, par exemple, dans les stations spatiales. Et on sait maintenant qu'un astronaute peut perdre jusqu'à 11% de sa masse osseuse dans les membres s'il ne marche pas, s'il y a des chocs qui sont associés, s'il est en apesanteur, etc. Donc, en médecine, il y a tout un tas de choses. En biologie aussi, on sait qu'on analyse parfois le développement, ou on comprend mieux le développement de certaines plantes. Donc, il y a des tas de recherches qu'on ne sait pas faire, ou en tout cas qui sont facilitées en microgravité. Oui,
C'est la raison d'être de l'ISS aussi. Hein. C'est un laboratoire avant tout en microgravité qui permet de faire des avancées aussi. Alors, parce qu'on parle là aussi des choses qui sont issues de ce qu'il a fallu inventer pour aller dans l'espace, mais il y a aussi des choses qu'on a inventées dans l'espace ou grâce à ces laboratoires. Donc c'est important aussi. Il y a un truc qui doit manifestement des choses à la recherche spatiale et qui est utilisé très fréquemment, surtout quand vous êtes belge travaillant en France ou français travaillant en Belgique, mais pas uniquement, c'est le TGV, paraît-il. Oui, donc effectivement, tout ce qui est matériaux composites, d'une manière générale, c'est des choses qui ont été créées pour la conquête spatiale parce que voilà, les contraintes sont assez extrêmes et on a besoin de choses qui sont à la fois solides et hyper légères, puisque le poids, c'est une contrainte absolument majeure dans tout ce qui est lancement. Et donc les matériaux composites qui ont été développés justement à ces fins-là, aujourd'hui équipent des choses aussi variées que, par exemple, les freins du TGV. C'est du composite à base de carbone. Les fauteuils roulants plus légers, c'est aussi des matériaux composites qui à la base étaient utilisés pour des satellites. Donc tout ça, c'est des choses, encore une fois, qui ont un impact très direct sur notre vie quotidienne. Le velcro, je voulais bifurquer sur autre chose, mais le velcro, qu'on appelle le velcro, vous savez ce que c'est, hein, c'est aussi quelque part issu des choses qu'on a inventées pour aller dans l'espace, pour pas que tout se balade en microgravité dans la cabine, il fallait les scotcher au mur. C'est à cette occasion-là aussi qu'on l'a inventé, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Donc le velcro a été inventé à la base avant, je crois même les missions Apollo, pour accrocher les trucs qui avaient tendance à se barrer quand on était en microgravité, qui a eu aussi des conséquences assez dramatiques, hein, puisque l'explosion d'Apollo 1 était en partie liée aussi à la surprésence de velcro qui s'est enflammée un peu facilement. Ah oui. Ouais, ça faisait partie des facteurs. D'accord. Donc ça a permis de comprendre des trucs assez violents des fois. Mais dans le même ordre d'idées, dans le super quotidien et pratique de tous les jours, vous êtes content quand vous faites vos crêpes que vous pouvez les retourner ou quand vous faites vos œufs qu'ils ne collent pas au fond de la poêle. Le téflon, voilà, exactement. Ouais. Le téflon, c'est des choses qui typiquement ont été inventées, qui a été à la base inventé pour protéger les satellites des chocs. Oui. Et puis qui après ont été réutilisés dans des domaines complètement inattendus, comme par exemple la cuisine. Il me semble que le four à micro-ondes, indirectement aussi, est issu de recherches liées au spatial. C'est parce qu'ils ont fait beaucoup appel aux États-Unis à des entreprises privées qui ont aussi gardé leurs brevets à un moment donné et les ont réexploités. Et il me semble que le micro-ondes, j'avais lu ça quelque part, le four à micro-ondes était justement par effet de rebond, issu en tout cas bénéficier de la recherche dans le milieu spatial. C'est pas le seul exemple, hein. J'imagine il y en a à foison. Il paraît aussi il paraît qu'il y a aussi la matière absorbante dans les langes qui découle de recherche dans l'espace et tout ça. Voilà, donc c'est tout un tas de petites innovations et de choses qu'on utilise maintenant au quotidien. On n'imaginerait pas, mais tout ça découle d'innovations qui ont été faites pour la conquête spatiale. Qui continue. C'est important de dire aussi que c'est pas que des trucs qui sont passés. Tu parlais effectivement des couches réutilisables qui sont une conséquence directe de ce qu'on a imposé aux astronautes parce que c'était pas évident d'aller aux toilettes. Mais il y a des choses aussi, par exemple les combinaisons anti-G. Qui sont utilisées aujourd'hui par tous les aviateurs, mais qu'on utilise aussi pour le traitement de certaines hémorragies. Et même jusqu'au LIDAR, par exemple, ce fameux radar laser qu'on met sur toutes les voitures autonomes pour détecter l'espace en 3D, ça vient directement des missions Apollo aussi. Donc ça continue, les recherches, les efforts de conquête spatiale d'il y a plusieurs décennies continuent à porter leurs fruits aujourd'hui. Alors vous imaginez bien tout ce qu'on est en train d'envoyer aujourd'hui sur Mars et tout ça, tout ce que ça déclenche. De l'impact que ça va avoir sur les décennies à venir. Donc tout ça pour illustrer effectivement le fait que ne soyez pas dupes. Oui, la conquête spatiale est super utile. Alors des fois de manière très indirecte et pas forcément prévisible à l'avance, mais en même temps, encore une fois, il n'y a qu'un défi aussi gigantesque pour déclencher ce genre d'innovation. Et alors si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite vraiment à aller voir la chaîne, donc sur la chaîne YouTube qui s'appelle String Theory.
il y a une sous-chaîne qui s'appelle Spatialist, qui est animée par Florence Porcel, qui fait toute une série de micro-documentaires comme ça sur toutes ces innovations justement qui nous viennent de la conquête spatiale et qui sont assez bien faites, très recherchées et très intéressantes. J'en ai une dernière qui me vient à l'esprit parce qu'on a beaucoup parlé de la NASA, etc. Mais il n'y a pas que qui sont allés dans l'espace. Il n'y a pas que aussi qui ont été sur la Lune. Je rappelle que les Soviétiques, à l'époque, avaient envoyé des robots sur la Lune, à 2 reprises, me semble-t-il. Et que l'ingénieur qui les avait mis au point a été rappelé un petit peu à la rescousse il y a un paquet d'années maintenant, mais lors d'un autre grand événement, mais cette fois-ci très terrestre, qui était l'explosion de Tchernobyl, parce qu'il fallait un robot pour aller explorer les zones contaminées, et qu'on a fait appel à cet ingénieur qui avait donc une expérience de terrain un petit peu difficile, et donc c'est lui qui a mis en œuvre les robots qui ont été explorer les décombres de l'explosion à Tchernobyl. Comme quoi, des fois, il y a des effets comme ça, on se dirait, bah, ils ont fait un truc, un robot sur la Lune, basta, après, terminé. Bah non, ça peut encore servir aussi, ces vieilles technologies, à d'autres occasions. Voilà, on a fait un tout petit tour, un tout petit tour d'horizon, parce qu'on pourrait comme ça en parler pendant plus longtemps, mais ça nécessiterait aussi plus de préparation. Mais voilà, on a essayé de vous donner un petit peu envie d'aller plus loin. Vous, de votre côté, n'hésitez pas à faire des recherches, à partager vos connaissances également aux commentaires de cette vidéo sur notre blog lestechno.be, en espérant que ça vous ait plu et que ça vous ait ouvert aussi d'autres horizons. Je ne sais pas si Xavier avait un truc à rajouter ou pas. Non, mais il y a peut-être un truc, mais c'est beaucoup plus lointain. Mais pour ceux qui ont lu ou qui ont vu le film, par exemple, Mars, où on voit la conquête d'une autre planète, mais la conquête de l'espace, c'est aussi dans des buts, par exemple, de survie de l'espèce. On se dit, voilà, peut-être qu'un jour on n'aura pas le choix, il faudra changer de planète. Donc il y a des projets comme ça, il y a des projets pour essayer de comprendre l'origine de la vie, des choses comme ça. Donc c'est pas que dépenser de l'argent et envoyer des bidules dans l'espace, quoi. Oui, ceci étant dit, je pense qu'on aurait intérêt aussi à investir dans notre planète, celle qui fonctionne bien, avant d'aller en chercher une autre. Non, mais là où ça aide beaucoup, c'est qu'effectivement, il y a des planètes qui ont évolué comme la Terre d'autres manières. Et par exemple, InSight, la sonde qui vient d'atterrir d'Amarcir, du coup, pour aller creuser un petit peu et essayer de comprendre comment la planète a évolué, bah, ça va nous informer aussi sur les mécanismes d'évolution de notre planète à nous. Oui. Et donc, ça va nous aider à résoudre des problèmes directement ici aussi. Donc, tout ça est lié. Dernière parenthèse, parce que c'est dans l'actualité aussi, la sonde dont tu parles nous a envoyé du son. Cette semaine, le vent martien. Je ne sais pas si tu l'as entendu ou pas. Moi, je ne l'ai pas entendu parce que les fréquences sont trop basses et je n'avais pas de quoi les écouter parce que c'est vraiment très, très, très sourd. Et donc, c'est les différents capteurs qui sont sur cette sonde ont capté donc le vent martien, enfin ce qu'on pourrait appeler du vent, en tout cas des vibrations. Et ça, c'est quand même, quelque part, ça fout le frisson, quoi, de se dire on peut enregistrer du son qui vient de Mars. Et c'est juste hallucinant parce que sur cette sonde, il n'y a pas un seul micro. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont combiné les signaux du sismomètre déjà, qui est hyper sensible évidemment, avec d'autres instruments. Et ils ont interpolé les signaux pour en arriver à reproduire effectivement ce qu'on pouvait entendre sur site. Et bon, évidemment, le son est assez ténu et plutôt dans les basses fréquences. Mais alors, voilà, de se dire que si on était là-bas, c'est ce qu'on pourrait entendre, c'est assez hallucinant quand même. C'est une interprétation évidemment d'un tas de signaux. Je ne sais pas si on était sur place avec nos oreilles, on entendrait ce genre de choses, mais c'est comme c'est souvent le cas dans l'espace, on a des outils qui permettent d'interpréter de la lumière, des fréquences, des choses comme ça. C'est un petit peu le même principe. Donc voilà, ça reste quand même fort magique. Voilà, j'espère qu'on vous aura donné un tout petit peu l'envie, un minimum, d'aller plus loin, de faire vos petites recherches ou de partager vos connaissances avec d'autres. On se dit à très bientôt, Sébastien, à très bientôt, Xavier, et si on ne se voit plus, bonne fête de fin d'année, parce qu'on y est presque, hein, ça s'en vient. À très bientôt, au revoir.